Est-ce que CMB Tech est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est la question qui m'a été posée par un abonné du canal Telegram que vous pouvez rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce dossier. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le carburant, on va dire renouvelable, écologique, de l'hydrogène pour le transport maritime. Donc, secteur de niche, tout à fait intéressant. Donc, d'habitude, l'hydrogène, c'est des secteurs, à mon avis, à éviter sur lesquels il y a une bulle spéculative. Mais là, on est plutôt sur une thématique un peu plus niche, un peu moins spéculative en réalité. Ils ont déjà des use cases, donc ça peut être intéressant. Alors, le cours de l'action, c'est coté depuis 10 ans, plus de 10 ans même, hein. Donc, on est sur une boîte sur un cours de l'action qui, bon, n'a pas forcément fait grand-chose, hein, sur 10 ans. Il y a 10 ans, on était à 7 euros. Actuellement, on a 8. Bon, on n'a rien fait. Il y a eu une envolée du cours à partir de 2022 jusqu'à 17 euros. Mais là, ça s'est crashé. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément une opportunité d'investissement, hein. On va regarder ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires en médiane, c'est du 5% sur un bon fond de croissance. Attention qu'on enchaîne les trimestres de décroissance quand même, hein. Donc il faut regarder d'où vient cette décroissance. Est-ce que c'est du volume? Est-ce que c'est du prix? Est-ce qu'il y a des changements de périmètre? Donc on n'a pas la réponse ici. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'il y a quand même des acquisitions. 4 milliards d'acquisitions. Une market cap, alors ça me paraît étrange quand même, hein, parce qu'on a une market cap de 1,6 milliard et on a fait 4 milliards d'acquisitions. Donc là, il se passe quelque chose de pas clair, hein. Pourquoi est-ce que ils ont autant d'acquisitions accumulées alors que la market cap est bien inférieure à ça? Ça veut dire que de l'autre côté, ça veut dire aussi qu'il y a du goodwill, hein, et donc c'est-à-dire l'écart d'acquisition. Et il doit y avoir un écart d'acquisition énorme. On n'a pas la data malheureusement, donc il faudra aller regarder ça dans le bilan. Bon, ça me pose question. Après, il y a souvent des problèmes de qualité sur la donnée de Coifin, hein, il faut le reconnaître. Et j'ajouterais en plus qu'on est dans un secteur, le fret maritime, que ce soit hydrogène ou pas, hein, classique, c'est très cyclique. On a pas mal de dossiers qui sont en bas de cycle dans ce secteur, d'un secteur plus classique, qui est, par exemple, on a Hog Autoliner qui fait du transport d'automobiles et de camions par mer. On a Hodgefell, on a Wallenius Wilhelmsen, transport de pétrole, on a D'Amico International Shipping. Il y a un autre transporteur grec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils sont cotés à New York. Bref, c'est un secteur qui est en bas de cycle assez énorme. Donc, il faut bien prendre ça en compte et ça se voit dans le chiffre d'affaires ici, hein. La variation est quand même très cyclique, hein. Donc, attention. Variation des taux de marge. Pareil, du coup, c'est cyclique. Mais alors, on se retrouve avec un taux de marge brut qui est quand même relativement élevé. Pareil pour le taux de marge d'EBITDA et même pour le taux de marge net. Donc là, ouais, en fait, c'est brouillé par, à mon avis, les variations de périmètre. Ici, ils ont des énormes pertes comptables. Ici, ça explose à nouveau. C'est quoi? Est-ce que c'est du résultat mis en équivalence qui vient booster le résultat financier? Bon, difficile à dire, hein. Il faut quand même retraiter un peu ce qui s'est passé pour savoir. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est cyclique et que, en revanche, c'est quand même relativement élevé comme taux de marge, hein. 45% de taux de marge net, c'est quand même pas désagréable. Est-ce que derrière, on a des free cash flow? Si on regarde la marge de free cash flow, hop, et on n'a pas de free cash flow. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Bon, ici, ça se convertit pas en free cash flow. Et d'ailleurs, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Ouais, sur 10 ans, on a seulement 1 milliard de free cash flow. Vous avez 10 milliards de bénéfices nets. Donc là, où est-ce que ça passe? Est-ce qu'on est BFR positif? Oui, malheureusement, on aimerait être BFR négatif, c'est toujours mieux comme situation. Est-ce que ça s'améliore? On est sur une variation positive du BFR, malheureusement, une accumulation de la variation positive depuis 10 ans. Ça se dégrade un petit peu. Donc ça, malheureusement, ça veut dire que l'entreprise peut mettre du cash pour faire fonctionner l'activité. Est-ce qu'on a de la dépense en capital et à quel niveau se trouve les CAPEX par rapport à cette dépense en capital? On a une dépense en capital qui est assez élevée comparativement aux dépréciations amortissements, 4 milliards en plus. Donc ça explique une bonne part de la différence de free cash flow. Et après, on doit avoir du other non-cash item, on a pour moins 4 milliards. Donc là, de quoi s'agit-il? Donc ça, du coup, comme c'est non-cash mais que c'est négatif, en fait, c'est cash. Du coup, vous avez une dépense cash qu'il faut aller traiter dans les tableaux de flux de trésorerie. Et ça, en fait, ça vous impacte lourdement vos free cash flow, hein. Donc là, on est plutôt sur une boîte qui malheureusement, en fait, a du mal à gagner de l'argent, hein. Il y a pas terriblement d'argent. Si on regarde les free cash flow pas en cumulé, mais en publié en 12 mois 800, on est rarement free cash flow positif sur cette boîte, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dangereux quand même, hein.
Donc, pour valoriser l'entreprise, on ne pourra pas prendre les free cash flow puisqu'ils sont négatifs. Donc, on peut pas, le price cash flow n'est pas défini. On pourrait regarder les l'EBITDA, hein, la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ensuite, rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité qui est plutôt moyenne, hein, et qui est cyclique, en fait, très cyclique. On a vraiment des capitaux investis qui est à 5,5. On est pile sur la médiane. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Sur le secteur du fret maritime, on est encore en haut de cycle et on a vraiment des capitaux investis qui sont bien plus élevés que ça, hein. Donc là, c'est un peu la méfiance quand même. Ensuite, l'endettement. Alors, là, il se passe quelque chose sur la dette. Donc, est-ce qu'il y a des obligations locatives? Ça, il faut les creuser. Parce que ça m'étonne qu'on soit aussi endetté, hein, sur ce dossier-là, 5 milliards. Donc là, il faudra retraiter ça. À quel niveau de dette on se trouve réellement? Parce que si on a ce niveau de dette-là, c'est pas du tout soutenable. Et de toute façon, en fait, pour l'instant, on peut pas rembourser quelque dette que ce soit, hein, même si elle est petite, parce qu'on n'a pas de free cash flow. Bon, ça a l'air dangereux, quoi. Voilà. Ça a l'air un peu dangereux. Ensuite, la rémunération d'actionnaire. On verse 1 milliard de dividendes, on a pas de free cash flow. Donc ça, c'est pas raisonnable. Ils rachètent des actions, mais ils ont pas de free cash flow. Le rendement actionnaire, du coup, il est hyper élevé, mais à mon avis, c'est biaisé, hein. C'est biaisé par, enfin, là, il y a quelque chose de pas clair non plus, hein. On verse 1,1 milliard de dividendes sur market cap de 1,6 milliard. Là, ça, du coup, ça fait une rentabilité de fou, hein, 61%, mais est-ce bien soutenable? Je sais pas. Donc, peut-être que c'est un dossier situation spéciale, hein, et que ça transparaît pas dans les chiffres, mais pour l'instant, il n'y a rien de très réjouissant, en fait, hein. Alors ensuite, on va aller regarder la valorisation. Et là, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 17,6 contre une médiane de 7,6. Bon, il y a une surcote assez dingue, mais c'est biaisé par la dette, hein, ici. Puisque la valeur d'entreprise, en fait, c'est market cap plus dette nette. Donc la dette nette, peut-être qu'elle est fausse ici. Et donc ça biaise un peu le multiple. Si on regarde en PER, en fait, on est valorisé à moins de 4 fois. Enfin, on est valorisé à 4 fois, quoi. C'est pas lourd, hein. C'est très faible comme valorisation. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Non. Et habituellement, il y a une décote de 10% sur actifs tangibles, sur 10 ans en tout cas. Et là, on est au double. Donc, conclusion du dossier CMB Tech. Compliqué. Donc, c'est possiblement un biais lié aux chiffres, hein, et en fait, il faut retraiter les comptes. Possiblement. Si on s'arrête aux chiffres qui sont affichés dans Coifin, c'est pas très engageant. Si derrière vous ouvrez les rapports financiers, que vous regardez que la dette en fait est relativement basse, tes free cash flows sont positifs structurellement, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais si la réalité, c'est ce qu'on voit sur l'outil ici, il vaut mieux passer son chemin. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.